Le développement accru de l'industrie bouleverse les modes de vie. Aux États-Unis apparaît le premier syndicat ouvrier révolutionnaire. En France, Jean Jaurès lance le journal L'Humanité. La Terre rétrécit. Zeppelin transporte plus de 100 000 passagers à travers le monde et Louis Blériot vient de traverser la Manche. Le tsar Nicolas II règne en Russie alors qu'éclate une révolte à bord du célèbre cuirassé Potiomkin. Stravinsky compose L'Oiseau de feu. Nijinsky triomphe dans l'après-midi d'un faune. L'art nouveau est partout, mais n'invente rien. Les fauvistes tentent une nouvelle approche de la peinture et Picasso travaille la pierre. Le cinéma en est à ses balbutiements, tout reste à faire. Leur association ouvrit la voie à tous les couples et duos de l'histoire du 7e art. Leur union donna au public 14 enfants. C'est ainsi qu'ils voyaient leurs films. On a dit de David Wark Griffith qu'il avait conçu la grammaire du cinéma. On a aussi dit de lui qu'il avait été le premier à réaliser un film de long métrage. On a dit qu'il était réactionnaire, raciste et attiré par les jeunes filles. On a dit beaucoup de choses sur lui. Ce fut pourtant Edwin Stratton Porter qui découvrit les techniques du gros plan, du montage alterné et de la profondeur de champ dans son film The Great Train Robbery en 1905. 3 années avant que Griffith ne touche à une caméra. Pourtant, le public se souvient de Griffith et peu de Porter. C'est qu'en réalité, Griffith sut perfectionner et systématiser des procédés de tournage et de montage déjà existants. Son génie résidait aussi dans sa merveilleuse capacité de conteur, sachant comme personne transmettre les émotions à travers une histoire. David Wark Griffith est tout simplement un poète de l'image. Je n'ai jamais aimé que l'on m'appelle maître. On ne doit pas juger un homme par son apparence, sa fonction ou son statut. Un homme est bien plus que la somme de tout cela. Il y a du divin en chacun de nous. Dieu m'a donné le don de savoir raconter les choses. C'est tout. Mon père m'a aidé à comprendre cela. Fondamentalement, ma vie a consisté à transmettre ces valeurs humaines de respect et de solidarité. Mon éducation victorienne du sud des États-Unis fut soumise à rude épreuve en ce début de siècle. Industrialisation à outrance, émancipation des femmes, etc. Je découvrais les Nickelodeon de Thomas Edison, les films d'Edwin Porter et les courts-métrages féeriques de Méliès. Je sentais que cette nouvelle forme de divertissement révolutionnerait le monde. Je choisis de travailler comme acteur sous un pseudonyme, Lawrence Griffith. Je me mariais et pendant près de 5 années, je jouais dans des comédies, des westerns, des films de gangsters et des mélodrames. Ayant suffisamment observé, je saisis un jour ma chance et proposai un de mes scénarios à la compagnie Biographe. La machine était lancée. Je rencontrai le caméraman Billy Blitzer qui me suivrait tout au long de ma carrière et avec lequel je formerais un duo unique dans l'histoire du cinéma. Nous tournions un film de 12 minutes et un de 6 chaque semaine. J'avais repris mon véritable nom, David Wark Griffith. Je savais que la conjonction d'une bonne histoire, intelligemment mise en scène et bien filmée, fonctionnerait bien mieux avec de bons acteurs. Je donnais leur chance à celles qui deviendraient les plus grandes stars. Gladys Smith, connue plus tard sous le nom de Mary Pickford, Blanche Sweet, Mabel Normand, Mae Marsh. Mais mon attirance pour les figures virginales se cristallisa sur la douce et tendre Lilliane Gish.
père fabriquait des bonbons, il était confiseur. Ma mère nous racontait souvent qu'elle descendait d'une illustre famille qui comptait un ancien président des États-Unis, ce qui tend à prouver que je suis réellement née sous une bonne étoile. De mon père, j'ai gardé la tendresse et la naïveté. De ma mère, le besoin de travailler et d'obtenir la reconnaissance de mes pères. Lorsque Dorothée, ma sœur cadette, vint au monde, les choses n'allaient pas très bien pour ma famille. Nous déménagions souvent, car mon père ne supportait pas le quotidien. Et lorsque nous arrivâmes à New York, il disparut, comme ça, du jour au lendemain. Cela m'a beaucoup marqué. Je n'en veux plus à papa, mais je pense que cet abandon m'a empêché de m'engager réellement avec un homme. Je ne me suis jamais mariée. Après ce coup dur, ma mère trouva du travail dans une institution qui sentait alors le soufre, le théâtre. Elle fut embauchée pour 15 $ par semaine. Quelques jours plus tard, elle nous fit entrer par la petite porte, Dorothée et moi, afin de nous proposer comme figurante. Je fis mes premiers pas sur scène à 5 ans. Mon Dieu, je me souviens des pancartes apposées à l'entrée des hôtels, interdits aux chiens et aux acteurs. À cette époque, le cinéma et le théâtre ne servaient pas encore à édifier les masses et à conforter l'ordre moral. Ils cherchaient seulement à divertir. On remarqua mon jeu. Sarah Bernhardt, en tournée aux États-Unis, me prit pour danser à ses côtés. Ce fut la révélation. Dieu venait de me montrer le chemin qui me permettrait d'apporter ma contribution à l'humanité. Ma rencontre avec M. Griffith ne fut pas un hasard. En fait, une de mes amies, Gladys, travaillait pour M. Griffith pour les studios American Biograph. Elle jouait les adolescentes mutines et espiègles. Il cherchait pour son prochain film 2 sœurs, effarouchées, fragiles et aguichantes à la fois. La première fois que je rencontrai Liliane et Dorothy, en février 1912, un frisson de gêne et d'excitation me transperça de part en part. Dorothy, espiègle, joueuse et coquine, faisait surgir en moi le désir du fruit défendu. Liliane, elle, incarna immédiatement la femme innocente qui demeure inaccessible. Malgré son corps frêle et gracieux, il émanait d'elle une impression de force et de puissance que je savais pouvoir coucher sur la pellicule. En 4 jours, notre premier court-métrage fut mis en boîte. Le film raconte l'histoire de 2 orphelines, Dorothy et Liliane, qui doivent défendre leur maigre héritage. La situation empire, elles se barricadent et attendent les secours, qui finissent par arriver sous la forme de leur frère, joué par Elmer Booth. D'ailleurs, ce dernier mourra d'un accident de voiture causé par l'un de mes assistants, Todd Browning, quelques années plus tard. Le film fut un succès. Je venais de créer une nouvelle héroïne, la Vierge effarouchée. La relation de Griffith avec Liliane est ambiguë. D'un côté, il se sent attiré par cette jeune fille d'apparence fragile et soumise, et de l'autre, il ne peut passer à l'acte. Ses pulsions sont transférées sur la toile. On y voit Liliane montrant les 2 faces de la femme, la vierge et la prostituée. Dans Judith de Béthulie, des scènes d'orgie côtoient des prières et des saints. Il faudra attendre la monstrueuse saga de naissance d'une nation pour qu'éclatent enfin les acquis et les principes fondamentaux du grand écran. Pour la première fois, un film de long métrage portait en lui un message politique, social et moral. Pour la première fois,
un film était projeté non seulement pour divertir le public, mais aussi pour lui apporter matière à une véritable réflexion. Il est vrai que je descends d'une famille de sudistes. Mon père était lui-même officier dans l'armée. En 1860, les nordistes et les sudistes se livraient une guerre qui allait au-delà de conflits territoriaux. Ils pensaient que leur avenir était en jeu. Dans mon film, c'est la guerre que j'attaque. Le principe même des hostilités raciales ne sert à faire passer qu'un message. Il vaut mieux trouver un terrain d'entente que s'entretuer. Malheureusement, le film fut reçu comme une œuvre de propagande du Ku Klux Klan, une brèche dans laquelle les extrémistes et les racistes s'engouffrèrent. Que j'ai pu être naïf. J'avais pourtant imaginé plusieurs techniques nouvelles pour raconter l'histoire de ces deux familles. Mais les deux histoires, la petite et la grande, tendre visuellement vers un certain réalisme, comme s'il s'agissait d'images d'actualité, utiliser des symboles forts pour frapper l'esprit du spectateur, comme par exemple les chiots et les chatons qui stigmatisent la part bestiale de l'être humain. Elsie, le personnage que j'interprète, est la fille d'un nordiste, Austin Stonemans, qui a pour ami un sudiste, maître de Cameron Hall. La guerre éclate, les déchire et sépare nos deux familles. Les épreuves sont difficiles à vivre, mais permettent à certains de comprendre et de réparer leurs erreurs. Les mots de liberté, d'égalité et de fraternité prennent valeur de symbole. Notre petite vie quotidienne se déroule en marge de la grande histoire qu'écrit alors Abraham Lincoln. Mais Dieu est là et place les hommes devant le prix à payer. C'est Raoul Walsh qui interprète l'assassin de Lincoln et qui devient la main de Dieu. En sautant du balcon, Walsh se fracture la cheville gauche. Il termine sa scène en boitant. Même au cinéma, les crimes ne restent pas impunis. À la sortie du film, M. Griffith dut faire face à une avalanche de procès et de menaces. Le Ku Klux Klan retrouva un second souffle et attira bientôt près de 4 millions de membres. Est-ce la faute de celui qui porta ses chimères à l'écran? Ou bien le mal était-il déjà présent? Je ne crois pas un seul instant que M. Griffith ait cherché à nuire ou à dénigrer des hommes différents de lui parce qu'ils avaient la peau noire. Il a peut-être été maladroit dans la forme, mais certainement pas sur le fond. C'est parce que ma famille m'a inculqué cette culture ségrégationniste que j'ai été à même de comprendre de l'intérieur les peurs et les angoisses de l'inconnu que symbolisaient les Noirs de l'époque. Cette peur de la différence est l'origine de tous les maux de l'humanité, et c'était là l'unique message transmis par naissance d'une nation. Enfin, je le croyais. Paradoxalement, la publicité autour du film propulsa le public dans les salles. Je décidai d'investir toute ma fortune dans un film où je pourrais éviter les erreurs de naissance d'une nation en racontant 4 histoires différentes traitant du même sujet fondamental pour l'homme, la tolérance. Intolérance fut le plus grand projet jamais porté à l'écran. Les décors de Cabiria de Giovanni Pastrone m'avaient impressionné et je décidai d'en construire de plus grands. Tout devait être gigantesque. Nous utilisions plusieurs milliers de figurants et pour communiquer avec tous ces hommes, j'avais créé des unités de tournage autonomes sous la responsabilité de plusieurs assistants réalisateurs dont certains allaient marquer de leur empreinte l'histoire du cinéma. Todd Browning, Alan Dwan, Van Dyke et surtout Erich von Stroheim.
Les scènes en extérieur se déroulaient sur plusieurs kilomètres carrés et pour déplacer les milliers de figurants dans un sens, puis dans l'autre, nous utilisions des recrues qui agitaient des chiffons de couleur. La difficulté consistait à éviter de les placer dans le champ de la caméra. Pour la scène de Babylone et de l'assaut, nous avions inventé une machine, une sorte de grue géante montée sur des roues, qui nous permettait de filmer en travelling des plans larges, des plans en pied et des gros plans. Le film fut un échec monstrueux. Le public avait du mal à suivre ces différentes histoires. Il ne s'identifiait à personne et quittait la salle au bout de 2 heures de projection. Finalement, la richesse et la diversité des plans n'avaient pas réussi à diriger l'attention du public. Les 4 histoires sont reliées entre elles par une mère qui berce son enfant. Miss Gish donna à cette femme toute la profondeur d'une némésis. C'est au cours d'un voyage destiné à promouvoir Intolérance en Europe que les Anglais proposèrent à D.W. Griffith de réaliser Au cœur des mondes, dont Erich von Stroheim fut le responsable technique. Ils travaillèrent ainsi ensemble sur l'un des premiers films de propagande. Le but de cette production était de convaincre les Américains d'aider militairement les Alliés. Les troupes américaines entrèrent finalement en guerre en 1917. De retour aux États-Unis, D.W. Griffith, sur la proposition de Douglas Fairbanks, devint l'un des associés, aux côtés de Mary Pickford et de Charlie Chaplin, de la United Artists. Pour la première fois, des acteurs et des réalisateurs prenaient en main leur destin, maîtrisant toute la chaîne de l'industrie cinématographique. À eux 4, ils totalisaient plus de la moitié du box-office mondial. Lorsque M. Griffith me proposa le rôle d'Anna dans À travers l'orage, je sus que nous tenions là un film qui toucherait le public. L'injustice et la trahison marquent la vie d'Anna, qui cède aux avances d'un playboy. Il se marie, mais celui-ci la quitte bientôt après lui avoir fait un enfant. Le bébé meurt peu après sa naissance. Anna s'installe alors en province, où elle trouve un refuge à sa folie. Elle travaille et tombe amoureuse du fils du fermier. Mais son passé ressurgit sous la forme de son mari. Elle est chassée par la famille et s'enfuit en plein blizzard. Après une errance de plusieurs heures, aux limites de la mort, le jeune fermier la sauve et finira par l'épouser. Nous tournâmes en décor naturel, près de Long Island, sur la côte est des États-Unis, en plein hiver. Les conditions étaient si dures que M. Griffith dut souscrire une assurance à hauteur de $1 million, uniquement parce que je risquais un accident. À sa sortie, À travers l'orage creva le box-office. Deuxième plus grosse recette après Naissance d'une nation. Mais les nuages noirs se profilaient à l'horizon. Miss Gish me proposa de tourner une adaptation des 2 orphelines. Elle y jouerait aux côtés de sa sœur. L'action de ce film d'époque se situe pendant la Révolution française, en 1789, et retrace la vie de 2 orphelines qui se perdent et tentent de se retrouver. Pour ajouter au mélodrame, l'une des sœurs est aveugle.
la première fois, Miss Gish et moi avions des vues différentes sur la manière d'interpréter son personnage. Ce film marqua notre dernière collaboration. Je résistais mal aux parlants qui déferlaient sur Hollywood en 1927 et je pris peu à peu mes distances avec cet univers. En 1936, mon divorce fut prononcé et je pus épouser Evelyn Baldwin qui avait 35 ans de moins que moi. En 1939, je reçus de mes pairs un Academy Award récompensant ma carrière et ma contribution à cette industrie. Je m'éteignis d'une hémorragie cérébrale le 21 juillet 1948 pour rejoindre en paix l'Orient éternel. Tous les Cécile B2000, les Max Sennett, les Louis B. Mayer vinrent enfin me rendre hommage. Lorsque j'appris que M. Griffith avait rejoint le Seigneur, je fus heureuse pour lui. Après notre séparation, je sentais qu'il ne comprenait pas la nouvelle politique des studios et du système mis en place. Les pionniers avaient fait leur temps et la nouvelle équipe prenait la relève. Je proposai au jeune Irving Thalberg de la Metro-Goldwyn-Mayer de prendre King Vidor pour me diriger dans la bohème, aux côtés de ma grande amie Greta Garbo. Irving me fit de nouveau confiance et nous tournâmes Le Vent de Victor Seaström. Mais le public voulait seulement se distraire et Clara Bow plaisait au public des années 30. Après une expérience dans le théâtre, je rencontrai Charles Laughton pour le tournage de son unique film, La Nuit du Chasseur. Sa personnalité me rappelait celle de M. Griffith. Je partageais totalement la vision et la morale de mon personnage, Rachel Cooper. L'association d'une grand-mère et d'une fée protectrice face à un vilain machiavélique, le révérend Harry Powell. Sur ses phalanges, on pouvait lire haine et amour. Il représentait le mal absolu que je tentais d'écarter avec un fusil dans une main et la bonté chrétienne dans l'autre. À 97 ans, je partis rejoindre mes deux pères, Dieu et M. Griffith. J'ai regretté de ne pas avoir eu d'enfant, bien que dans chacun de mes films, j'ai quelque peu tenu ce rôle. À travers 14 films, Monsieur Griffith et Miss Gish, comme ils s'appelèrent toute leur vie, cultivèrent une relation tendre et féconde. Grâce au cinéma, ils avaient trouvé dans l'autre la présence qui manquait à leur vie, un père, une fille.